Une des choses qu'on nous avait appris à M, c'est que pour, pour pouvoir obtenir une bonne bourse, il faut essayer plusieurs fois. Et c'est pas avoir une bonne bourse, ce n'est pas toujours être le meilleur, c'est pas toujours avoir les meilleurs bulletins de notes, c'est pas toujours avoir les meilleures notes, c'est pas toujours avoir le meilleur background, mais c'est parfois le nombre de fois que tu postules. C'est-à-dire que tu postules à une bourse, tu es rejeté, tu postules encore, tu es rejeté, tu postules à une autre, tu es rejeté, tu postules à une autre. Donc il faut persister. Parce que si tu ne persistes pas, tu n'auras pas la bourse que tu veux. Il y a des chanceux qui ont leur bourse facilement, mais, mais tout étudiant mature peut lui-même voir que le parcours de tout un chacun n'est pas le même. Généralement, tu sais, chez nous, les programmes sont généralement en français. Et donc, lorsque tu vas sur Internet, la majorité des bourses, c'est des offres qui sont faites en anglais. En anglais. C'est-à-dire, tu vas sur Internet, on dit call for applications for PhD or I don't know, a master's in this university. So, tu sais pas trop de quoi est-ce qu'ils sont en train de parler. Tu te dis, ok, ça c'est pas pour moi déjà. C'est l'anglais. Moi je parle le français. Je sais pas de quoi ils sont en train de parler. L'interview que vous êtes sur le point de regarder entre dans le cadre d'une formation complète sur les bourses d'études. Je suis Nathan Tioko, étudiant en doctorat en intelligence artificielle à Polytechnique Montréal, sous une bourse d'études totalement financée. J'ai par le passé obtenu également une bourse d'études totalement financée de la Mastercard Foundation dans le cadre de mon master en Data Science à la prestigieuse Institut africain des sciences mathématiques, encore appelé EMS. Mais à côté de ces principales bourses d'études, j'ai également eu une série de bourses d'études pour des écoles d'été, d'aucunes qui m'ont fait voyager pour Johannesburg en Afrique du Sud. Et ceci dit, je ne suis pas un génie, je ne suis pas un premier de la classe, mais grâce à des principes bien précis et à l'aide de Dieu, j'ai pu obtenir ces bourses d'études successivement, bien sûr avec des échecs. Mais le plus important, c'est de comprendre que être premier de la classe n'est pas tout simplement ce qui nous garantit l'obtention des bourses d'études. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, vous comprendrez des témoignages des personnes qui ont obtenu des bourses d'études sans toutefois être des premiers de la classe. Et venant d'un système francophone, pendant mon parcours, j'ai réalisé que nous sommes très limités en termes de connaissances ou d'informations pour tout ce qui est des bourses d'études, notamment parce que ces opportunités se présentent principalement en anglais. Ceci dit, plusieurs personnes dans le système francophone passent à côté de ces opportunités. Dans le désir donc d'aider plusieurs personnes, plusieurs jeunes de ma communauté, principalement francophone et africaine, je suis allé à la rencontre de plusieurs étudiants de partout le monde qui bénéficient des bourses d'études totalement financées, principalement en master et en doctorat. Ceci dit, j'ai rencontré des étudiants de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique et même d'Afrique qui essayent de collecter les expériences qu'ils ont collectées, voilà leurs approches, des méthodes qu'ils ou elles ont employées pour obtenir des bourses d'études. J'ai condensé tout cela dans une formation que je vous présente dans la description. Je vous prendrai pas à pas, minutieusement, étape après étape, sur comment obtenir ces bourses d'études-là. Éventuellement, on verra ensemble comment écrire vos CV, écrire des lettres de motivation, obtenir des lettres de recommandation et des meilleures approches, des meilleurs emails pour contacter des enseignants. Bref, sans plus tarder, je vous laisserai les détails dans la description. D'ici là, bon visionnage. Salut Peniel, j'espère que tu vas bien. Je vais bien, El Nathan, et toi? Ah, je vais très bien, merci. Merci pour ta disponibilité. Je sais que c'est pas évident de trouver un créneau horaire comme ça pour échanger. Actuellement, il est 21h chez toi en Inde, n'est-ce pas? Oh, il est 21h06 exactement. Ah, je te remercie encore pour ta disponibilité. C'est beaucoup de sacrifices consentis de ta part. L'objectif de, l'objectif de l'interview, voilà, c'est de partager ton parcours, aussi bien depuis ton début de l'université de Yaoundé 1 en licence jusqu'à l'obtention de ton master, ta bourse d'études, en master à l'Institut africain des sciences mathématiques à EMS. Et ensuite, aujourd'hui, tu te retrouves en train de faire un doctorat en Inde.
Donc, en quelques mots, Peniel, comment est-ce que tu te présenterais? Qui est Peniel Thiemo? Qu'est-ce que tu fais actuellement en Inde? Euh, ouais, de façon brève, Peniel Temo, c'est un étudiant en thèse en Inde qui a été très passionné par ce qu'on appelle le calcul quantique. Initialement passionné par la mécanique quantique et ultérieurement passionné par le calcul quantique et qui a décidé d'aller à l'autre bout du monde pour poursuivre ses rêves, pour poursuivre son rêve de devenir l'un des chercheurs éminents en calcul quantique. Donc c'est ça, Péniel. Calcul quantique, ça fait déjà beaucoup de réflexions. Est-ce que c'est la mathématique ou c'est la physique? Le calcul quantique, c'est un mix, c'est un mélange de plusieurs disciplines, un mélange de la physique, de la mathématique et de la chimie, Ok. principalement. Ouais, ouais. Donc il y a plus de chimie et de mathématiques que de physique. Ouais, c'est un peu ça. Mais initialement, tu as un master en physique. Ouais, initialement, j'ai un master en physique à l'université Yaoundé 1 que j'ai obtenu en février 2022. Mais comme j'ai été très passionné par le calcul quantique, Ok. déjà il faut savoir que le calcul quantique, la théorie de base même du calcul quantique, c'est ce qu'on appelle la mécanique quantique, qui s'enseigne en bachelor ou en licence que ce soit de chimie, que ce soit de physique. Donc, ayant déjà ce background de physique-là, j'ai été très passionné par le calcul quantique et j'ai décidé de faire dans ce domaine-ci. Ok. Mais donc, mon background en physique m'aide beaucoup parce que là, avant de commencer en thèse, j'avais déjà toutes les bases de physique qu'il fallait. Et maintenant, en fait, le challenge maintenant, c'est de pouvoir apprendre les notions de chimie requises pour pouvoir, euh, pour pouvoir poursuivre ce programme de thèse. C'est un peu ça. D'accord. Merci. D'ailleurs, j'espère qu'on pourrait rentrer en détail dès la fin de l'échange sur ton sujet de recherche actuel. Juste question de nous Ouais, ouais, il y briefer a un pas, peu de quoi il est question. Mais ouais, y a pas. principalement, à te connaissant, tu as eu un parcours aussi commun que beaucoup de jeunes actuellement en Afrique. Tu es passé par l'université de Yaoundé. Parle-nous un peu de ton parcours de la licence jusqu'en master. Ouais, donc mon parcours en licence, en fait mon parcours en général, il est très similaire à celui de tout étudiant de l'université Yaoundé 1, premièrement. Mais en soi même, je suis quelqu'un de différent des autres, dans le sens où en entrant à l'université Yaoundé 1, j'ai su m'adapter facilement et j'ai eu la chance d'avoir un groupe d'amis avec qui marcher et un groupe d'amis avec qui travailler. Donc, depuis la première année à l'université Yaoundé 1, je me suis mis au travail, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les étudiants qui partent à l'université Yaoundé 1. Donc, depuis la première année, je me suis dit, c'est vrai, l'université Yaoundé 1 est ce qu'elle est, il y a toutes les difficultés et tout. Les professeurs sont de très bons professeurs, mais ne sont pas toujours disponibles à discuter avec les étudiants et résoudre les lacunes et tout. Mais je vais pouvoir surmonter ce challenge-là et je vais faire une très bonne carrière de scientifique. Donc c'est là où je fais le niveau 1, niveau 2 à l'université Yaoundé 1. Ensuite niveau 3. Au niveau 3, on nous faisait un cours qu'on appelle introduction à la mécanique. Bon, au niveau 2 déjà on fait introduction à la physique quantique où déjà j'ai été passionné par la physique quantique. Je ne vais pas entrer dans les détails de la physique quantique parce que c'est beaucoup en fait, c'est trop de thèmes techniques que je vais commencer à utiliser, c'est pas bon. Au niveau 3, il y a introduction à la mécanique quantique. Et c'est là où je fais la connaissance d'un professeur qui s'appelle le professeur Nana Ngo, qui venait d'être recruté à l'université Yaoundé 1, venant de l'université de Marois, non, de Ngaoundéré. Et donc, j'ai fait sa connaissance et j'apprécie beaucoup sa façon de travailler, j'apprécie beaucoup sa façon de faire son cours, dans le sens où il était très différent des autres professeurs. Il avait du temps pour les étudiants. C'était le premier professeur de l'université Yaoundé 1 qui avait accepté de me donner son numéro de téléphone, WhatsApp, pour pouvoir échanger avec lui au quotidien
et pouvoir résoudre mes lacunes. Parce que j'étais tellement passionné que j'avais tendance à lire beaucoup en mécanique quantique pour pouvoir comprendre plus que ce qu'on fait en classe. Donc, je fais sa connaissance et on travaille ensemble, au-delà de ce qu'il fait ce qu'il fait à l'Amphi. Donc, on travaille ensemble en licence, en licence au niveau 3, ça c'était en 2019. Et là, je fais le master 1. Je vais dans une branche qu'on appelle biophysique. Dans la biophysique, c'était la branche de la physique où il y avait plus de volume en ce qui concerne mécanique quantique, optique quantique et tout. Donc, il était l'un des principaux profs dans ce groupe, dans ce domaine-là. Donc, je décide de partir là-bas, pas parce que j'aime la biophysique. Je ne déteste pas la biophysique, mais j'aimais plus la physique quantique, donc je suis parti là-bas et j'ai fait mon master 1, j'ai fait le master 2, et en master 2, j'ai fait mon projet de master 2 avec le même professeur, Nana Ngo. Mais est-ce que c'est lui qui t'inspire à aller, est-ce que c'est lui qui t'inspire à aller faire la bio, excuse-moi, c'est Biophysique. Biophysique. Est-ce que c'est lui qui t'inspire à aller? On peut dire que c'est lui qui m'inspire à aller faire de la biophysique. Pas parce que j'aime la biophysique, parce que lorsqu'on dit biophysique, il y a plusieurs cours qui sont spécifiques à la biophysique. La biophysique, c'est un peu comme étudier les molécules biologiques, mais en utilisant certaines théories de physique. Donc c'est un domaine qui est un peu lié à la médecine et tout ça. Mais moi, je n'étais pas très intéressé par ça. Mais dans ce groupe-là, dans ce domaine, parce que lorsque tu es en master à l'université, il y a plusieurs groupes. Il y a le groupe de physique nucléaire, il y a le groupe de sciences des matériaux, il y a le groupe de biophysique, il y a plusieurs autres groupes. Donc moi, je suis allé dans ce groupe-là parce que ce n'était que dans ce groupe-là que tu avais accès à tout que tu avais accès à tout le programme de mécanique quantique requis. Donc, comme moi, j'avais déjà un projet de faire dans ce domaine-là, j'ai décidé, OK, je vais aller dans ce groupe. Pas parce que j'aime faire de la biophysique, je vais faire les cours de biophysique. Je vais faire l'effort d'avoir la note qu'il faut pour passer, pour avoir mon programme, mon degré de master, Oui. mon diplôme de master. Mais je vais plus me concentrer sur les cours de mécanique quantique. Donc, c'était un peu ça l'objectif. Qu'est-ce qui justifie ton intérêt aussi fort depuis le début de ton programme universitaire? Qu'est-ce qui te fait travailler de façon très intentionnelle depuis le début? Est-ce que tu avais eu une sorte d'accompagnement qui t'avait préparé au monde universitaire depuis le début? Ouais, en fait, lorsque j'étais au lycée, ça redescend jusqu'au lycée, où de la sixième en seconde, j'étais un élève, de la sixième en seconde, j'étais un élève très brillant, toujours parmi les meilleurs. Et puis, soudainement, en première et en terminale, mes notes avaient très chuté. Et donc, ça m'avait tellement, en fait, j'avais été très touché d'avoir ce genre de notes-là parce que c'était la première fois dans ma vie. Et j'avais des camarades qui, eux, s'en sortaient très bien en mathématiques et en physique particulièrement. J'avais des camarades qui s'en sortaient très bien. Je comprenais pas pourquoi je travaillais, mais je comprenais pas pourquoi j'avais de telles moyennes notes ou alors mauvaises notes parfois à certaines séquences. Donc j'ai dit, ok, ma première et ma terminale se sont très mal passées. J'ai eu le diplôme de bac en un an, le diplôme de probateur en un an. J'ai pas redoublé, mais je vais prouver à ces personnes-là qui m'avaient dépassé qu'en réalité, en ce moment-là, c'était pas encore mon moment. Donc, je vais aller le plus loin possible dans les études et je vais leur prouver que même avec un bac moyen, on peut faire une recherche de très haut niveau. Donc, c'est ça qui me pousse vraiment à aller à foncer dans le domaine universitaire, en fait. Et juste un petit teaser, est-ce que c'est ça jusqu'aujourd'hui qui propulse ta carrière ou bien ton élan de recherche? Ou bien ça a changé, cette vision a changé avec le temps? C'est une question très difficile. Maintenant, ça c'était le propulseur depuis le début, mais
C'est deux choses. C'est la première des choses, c'est que en fait, quand je commençais à l'université, je savais pas ce que c'est que le calcul quantique. Je connaissais pas. Ça existait déjà, parce que c'est un domaine assez récent. Ça existe depuis les années 1990, donc c'est assez récent par rapport aux autres sciences de la physique, par rapport aux autres domaines de la physique. Mais je connaissais pas ce que c'était. Dans ma tête, c'était que mécanique quantique et tout. Mais je pense qu'en master, oui, en master 1, j'avais été très touché par ce qu'on appelle le calcul quantique. Et ça a été le second propulseur de, Ah, ok. de toute cette aventure-là. Donc maintenant, c'est plus le calcul quantique, en fait. Alors, jusqu'à l'obtention de ton Master 2, quels ont été ces challenges-là que tu as rencontrés? Ou bien, commençons par les challenges que tu as rencontrés pendant ton parcours. Ouais, les challenges, il y avait beaucoup de challenges. Il y a eu beaucoup de challenges sur le chemin, c'est-à-dire que à l'université Yaoundé 1, comment dire, les conditions de travail ne sont pas toujours réunies. Euh, les heures de travail ne sont pas toujours réunies. La disponibilité des salles de travail ne sont pas toujours, n'est pas toujours donnée. Donc, toutes ces choses-là étaient très difficiles à gérer à ce moment-là. Donc, il fallait déjà le programme de physique dans n'importe quelle université au monde, c'est un programme très difficile. Déjà, avoir une licence en physique, que ce soit dans la plus mauvaise université au monde, avoir une licence en physique, c'est quelque chose de pas donné. Donc, c'est quelque chose de très difficile. Et Écoute, je vais te calmer à ce niveau, ok? C'est pas comme si avoir une licence en mathématiques ou en informatique, c'était facile, right? Donc, non, non, non. je comprends que tu loues. Oui, vas-y. J'ai pas dit que c'est les autres. J'ai pas dit que c'est les autres, c'est facile. Je dis ce que en physique, c'est difficile. Je sais pas comment Ouais, ça se passe en mathématiques. Je sais pas comment. Je sais que c'est ça peut être clair. difficile. Ça peut être difficile. Mais c'est qu'en Je physique, comprends. c'est Je assez comprends, difficile. mais c'est juste que c'est assez personnel, tu vois, la façon avec laquelle tu Ouais, ouais, parles des difficultés. Je me dis que, mais comment, tout le monde peut parler de ça. Mais excuse-moi, c'était juste ouais, ouais. pour blaguer, vas-y. Ouais, ouais. Donc, pour revenir sur ta question, les challenges à l'université de Yaoundé 1, c'est les conditions de travail ne sont pas bonnes. L'université Yaoundé 1, c'est une université, il y a tellement d'étudiants, mais très peu de salles de travail. Donc, lorsqu'on se rencontre avec les camarades pour pouvoir travailler, parce qu'à l'université, personne ne peut s'en sortir sans travailler avec le voisin. J'avais des camarades, ils sont venus, ils ont décidé de travailler seuls, et après, ils ont abandonné l'université. Peut-être qu'ils ont eu de très bonnes opportunités après ça, mais ils ont abandonné l'université seulement à cause des conditions de travail à l'université Yaoundé 1. Donc, trouver des salles de travail n'était pas facile parce que ce n'était qu'à l'université que je pouvais me retrouver avec mes camarades pour travailler. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, c'est la façon dont, en fait, les amphis dans lesquels les cours sont dispensés sont très petits par rapport au volume d'étudiants qu'il y a. Donc, lorsqu'on allait, il y avait souvent ce problème-là que c'était très difficile d'écouter ce que le prof disait. Et c'était aussi très difficile de pouvoir voir au tableau. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le professeur, il fait son cours, mais les étudiants ne sont pas capables de pouvoir voir ce qu'il est en train d'écrire et parfois ils ne sont pas capables d'entendre ce qu'il est en train de dire. Donc toutes ces choses-là, c'était vraiment les plus grands challenges à surmonter. Donc c'est un Si peu tu me, ça. si tu me permets, c'est juste pour rassurer les personnes que l'objectif de cette question en rapport avec les challenges n'a rien à voir avec l'idée de dénigrer ces universités d'État. Le Ouais, travail qu'ils ouais, je font suis est pas en train de énorme. dénigrer l'université Non, Yaoundé je te 1. comprends. Je te comprends. C'est juste que ça peut laisser croire que, parce que voilà, ça peut revenir encore, mais c'est important de dire la réalité telle qu'elle est pour que les gens comprennent que tu sors d'un contexte difficile, Ouais, tu vois. ouais, ouais, je veux pas, puisque je veux pas que les gens mésentendent ce que je suis en train de dire. Je suis en train de parler des réalités de notre université. En effet, en effet. Pour pouvoir faire comprendre aux gens que, en fait, voici ce qui se passe. Et à cause de ces conditions-là, il y a certains étudiants que ça booste et il y a certains étudiants qui s'effondrent. Donc, il faut pouvoir faire la balance
entre les conditions de travail à l'université et le nombre de très bons étudiants qu'on est en train de perdre à cause des conditions, le nombre de très mauvais étudiants et tout. Donc, en fait, je veux pas que les gens mésentendent ce que je suis en train de dire. Je dis que l'université Mhm. Yaoundé 1, c'est une très bonne université où il y a de très bons professeurs. Parce que s'il n'y avait pas de très bons professeurs, je ne devais pas faire un master à l'université Yaoundé 1. J'étais dit que j'ai rencontré un prof et c'est avec lui que j'ai travaillé. Donc, il y a de très bons professeurs, il y a des exceptions, mais les conditions dans lesquelles on travaille sont très difficiles et cela pousse beaucoup d'étudiants très talentueux à abandonner. À fuir. Donc, c'est un peu ça que je fais. Et concernant Ouais. donc les moments les plus marquants, tu as parlé de ta collaboration, bien de ton travail en équipe avec tes camarades. Je présume que ça fait partie des moments que tu as beaucoup appréciés. Quels sont ces autres moments-là que tu as appréciés jusqu'ici pendant ton parcours jusqu'en Master 2? Euh, les moments que j'ai appréciés, c'est plus en tant qu'étudiant, bon, en tant qu'étudiant, en tant que péniel, en tant qu'étudiant, moi, j'ai jamais fait, à part la famille et les études, j'ai jamais eu une certaine autre vie, comme on dit souvent. Donc, les bons moments, c'était toujours les moments entre camarades, les moments en famille, c'est tout. C'était les moments où, entre camarades, on travaille et à un moment, on se dit, bon, nous sommes très fatigués. Ah, On ouais. commence à se lancer les blagues et tout, on commence à se projeter dans l'avenir, on commence à dire ce qu'on veut être dans l'avenir et tout, on fait des vidéos et tout, on se fait plaisir, quoi. Peut-être on regarde un film ensemble, ça Bien. arrive qu'à l'université, on s'asseye, on regarde un film ensemble. C'est ça les plus beaux moments, en fait. À ce moment-là, c'était ça qui nous réconforte. Parfois, on organisait des fêtes entre camarades et, c'était ça des bons moments. À part ça, il y avait des bons moments avec la famille. J'ai toujours eu ma maman qui m'a toujours encouragé. Donc, j'appréciais vraiment lorsque ma maman, malgré qu'elle ne comprenait rien de ce que je lui disais, quand je lui racontais que j'aime bien la mécanique quantique, je vais faire dans ci, dans ça, elle prenait le temps de m'écouter, malgré qu'elle ne comprenait rien. Et elle me disait, oui, je vais t'encourager. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu décides, je vais t'encourager. Du moment où tu ne fais de mal à personne, du moment où tu poursuis tes rêves, je vais t'encourager. Et c'est ça les moments que j'appréciais vraiment. Et qu'est-ce qui a créé ce déclic-là? Pourquoi est-ce que les autres disciplines ne t'ont pas particulièrement captivé comme la mécanique quantique au-delà de ton enseignant, au-delà du fait que ton enseignant, voilà, avait une très bonne méthodologie? Ah, ouais, la mécanique quantique, c'était au niveau 2. La physique quantique, c'était au niveau 2. Où, pour la première fois, après avoir passé le cycle de secondaire, j'avais eu la première note en physique quantique. Donc c'est là où, en fait, c'est là où j'ai vraiment, en fait, il y avait cette voix-là à l'intérieur qui me disait, ok, peut-être C'était que ton ce domaine, épiphanie. ce domaine-ci, c'est le domaine dans lequel tu feras. Parce que j'avais été tellement, en fait, j'avais été tellement assommé par les notes que j'avais eues au lycée, en fin de lycée, que pour moi, je pensais que non, quel que soit le domaine dans lequel je veux aller, je suis pas sûr que je serai parmi les premiers, je serai encore parmi les premiers. Donc, au niveau 2, en physique quantique, j'ai eu une très bonne note et c'était la première note et j'étais très content. Donc j'ai dit ok, je vais faire dans ce domaine-ci. Je vais pas faire de maths, je vais pas faire de physique, je vais faire dans ce. Mais déjà même avant de faire dans la physique, j'étais déjà un peu passionné, plus passionné en physique qu'en mathématiques. Ok, J'aimais ok. bien ce que c'est que d'étudier les phénomènes, de pouvoir interpréter. Parce que les mathématiques, c'est plus, comment on dit, c'est plus des sciences assez abstraites, c'est-à-dire tout se passe dans la tête. On écrit des équations et tout, on fait des preuves et tout, et on écrit des théorèmes, on énonce des théorèmes et tout. Moi, je n'étais pas d'abord bon à mémoriser. Bon, mémoriser les théorèmes. Les bons mathématiciens ne mémorisent pas les théorèmes, mais je n'étais pas bon à mémoriser les théorèmes. Et j'étais pas bon à faire ces preuves-là et tout sur les mathématiques. Mais j'étais très bon à interpréter les phénomènes physiques. Et j'aimais bien comment est-ce que ça se en fait, comment est-ce que tu pouvais faire un exercice de physique et pouvoir l'interpréter avec tout ce qui se passe autour de toi. Donc j'aimais bien ce genre de choses-là. C'est pour ça que j'ai choisi la physique.
Et c'est pour ça que j'ai continué à partir du niveau 2. Te voilà justement qui arrive au niveau 2, tu obtiens ton master, du moins, tu arrives au master 2, tu obtiens ton master. Euh, Pourquoi est-ce que tu décides de continuer avec les études? Ayant déjà un master, tu pourrais travailler, tu pourrais postuler voilà, à des emplois. Pourquoi continuer avec les études? Ah, ok, c'est la même raison, non? C'est quoi? C'est lorsque tu es passionné par quelque chose, Tu veux c'est un aller peu comme une jusqu'au sorte de bout. prison. C'est un peu comme une sorte de prison. C'est genre, tu, 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 tu te, tu ne te poses jamais la question de ce que tu serais si tu faisais autre chose. Tellement tu aimes ce que tu es en train de faire que tu n'imagines jamais être en train de faire autre chose. Autre Donc, chose. je me suis dit, je veux faire de la recherche, je veux faire de la recherche, je veux que faire de la recherche. Parce que dans Et je- la recherche, ce qui me passionne le plus, c'est que tu peux apprendre beaucoup de choses et en fait, ce que tu as dans ta tête peut vraiment faire la différence par rapport aux autres. Intéressant. C'est un peu ça. Voilà, tu as obtenu ton master 2, tu obtiens par la suite la bourse de EMS. Avant d'arriver au master 2, est-ce que tu avais déjà eu à postuler pour des bourses? Est-ce que tu connaissais déjà cet univers des bourses d'études? Non, pas vraiment. Pas vraiment. En tant qu'étudiant à l'université, non, non, je me trompe. Donc, en master 1, ouais, j'ai commencé à faire de la recherche sur Internet pour pouvoir trouver des bourses à l'étranger et tout. Donc, je connaissais déjà ce que c'est que les bourses, mais ça, c'était juste à partir de master 1. En licence, je savais pas ce que c'est qu'une bourse à l'étranger et tout. Mais pour toi, qu'est-ce qui C'est ça. justifie le fait que des étudiants ne savent presque rien des bourses d'études que jusqu'à ce qu'ils arrivent des hauts niveaux comme Master 1 par exemple? Qu'est-ce qui justifie cela, cette ignorance complète autour des bourses d'études? Euh, Je pense que c'est déjà parce qu'il y a très peu de gens qui ont des bourses à l'étranger, de un. De deux, généralement, tu sais, chez nous, les programmes sont généralement en français. Et donc, lorsque tu vas sur Internet, la majorité des bourses, c'est des offres qui sont faites en anglais. En anglais. C'est-à-dire, tu vas sur Internet, on dit call for applications for a PhD or I don't know a master's in this university. So tu sais pas trop de quoi est-ce qu'ils sont en train de parler. Tu te dis ok, ça c'est pas pour moi déjà. C'est l'anglais. Moi je parle le français. Je sais pas de quoi ils sont en train de parler. Et même lorsque tu vas, il y a certaines brochures certains posts qui ont fait en France, mais la, le, le, la Le brochure programme est écrite en anglais. Et donc, déjà, lorsque tu connais pas l'anglais, tu es totalement déphasé. est égaré. C'est juste, ce n'est que l'environnement dans lequel tu es. Lorsque tu es à l'université, tu ne penses pas vraiment à autre chose. Ton problème, c'est de pouvoir valider tes matières. Ton problème, c'est de pouvoir avoir la note, de pouvoir avancer, c'est tout. Il faut que Ça, c'est quelqu'un vienne et clair. te dise, OK, avec ta licence, tu peux faire ceci. Il faut vraiment quelqu'un qui te tienne par la main. On Et peut qu'est-ce revenir sur qui, ça après. Euh, ouais, tu peux continuer. et qu'est-ce qui justifie, justement, comment est-ce que tu fais pour apprendre de la bourse de EMS? Si justement, dans ton environnement, c'était pas aussi commun d'entendre parler de ce genre de choses. Ouais, donc la bourse de EMS, j'ai eu à connaître la bourse de EMS justement à cause d'un aîné. Parce que le professeur avec qui je travaillais, il nous encourageait vraiment aussi à postuler à des bourses, à des bourses à l'étranger, n'importe où, il nous encourageait vraiment à postuler à des bourses. Et du coup, il avait un étudiant qu'il avait tenu à l'université de Ngaoundéré et qui était venu leur rendre visite, à l'université Yaoundé 1. Et du coup, lorsque cet étudiant-là est venu, lui, c'est un docteur. Il était il est en postdoc en Allemagne. Tu le connais même. C'est le docteur Jean Daniel Djida. Donc, Jida, ok. c'était un étudiant, ouais, Jean Daniel Djida, qui était à EMS avec nous. Donc, Jean Daniel était venu nous rendre visite à l'université Yaoundé 1.
Et c'est là où il nous parle de cette opportunité. Il nous dit, OK, il y a ce centre-ci qui fait dans les sciences mathématiques. Vous pouvez postuler à ce centre-ci. C'est un programme de master d'1 an où tous les cours sont faits en anglais et qui est assez rigoureux. Donc, je vous conseillerais de faire. Donc, c'est là où ça me booste, en fait. C'est là où je me dis, OK, je fais physique, mais il y a pas mal de mathématiques qui sont liées à la physique. Et je sais que mon niveau en mathématiques n'est pas aussi bon que celui de physique. Donc, pourquoi pas faire un master d'1 an et faire des cours de mathématiques assez rigoureux et pouvoir continuer à l'étranger. Donc, c'est un peu ça. C'est ce grand frère-là, Jean-Daniel, qui m'a vraiment encouragé à postuler, à commencer à postuler pour les bourses de façon sérieuse. Et à côté de EMS, est-ce que tu as eu à postuler à d'autres bourses à l'étranger? Ouais, j'ai eu à postuler. J'avais eu à postuler à un master à l'université de Barcelone. Je me souviens plus bien du nom de ce programme-là. Je crois que c'était ICFO. C'est un centre de recherche à l'université, à l'intérieur de l'université de Barcelone. C'est un institut qui avait lancé un programme. Je crois que c'est toujours un programme d'1 an en calcul quantique, justement. Donc, c'est le premier programme auquel j'ai eu à postuler. À Et postuler. j'avais même eu j'avais même eu à payer pour les frais et tout. Donc, ouais, j'avais déjà eu à postuler à ça. J'avais aussi postulé à un master à l'université de Paris-Saclay, en France. Et je crois, que j'avais aussi postulé au programme Erasmus Mundus. Mhm. Et je crois que c'était tout, ouais. À ce moment-là, c'était un peu difficile. En fait, on ne connaissait pas trop comment s'y prendre pour postuler aux bourses. Donc, à ce moment-là, je n'avais postulé À ces qu'à programmes. ces trois programmes. Ouais, Alors, voici, tu arrives à EMS, tu commences ton parcours de EMS. Et à EMS, tu d'accord. non seulement apprends l'anglais, ce qui, selon toi, était une barrière pour obtenir des bourses d'études, mais également tu apprends voilà, des mathématiques qui level up ton niveau. Sachant que tu viens à EMS dans une école de mathématiques, dans une école boursière, avec un background de physicien, quels sont selon toi ces éléments-là qui t'ont permis d'être accepté à EMS? Parce que voilà, il n'y a pas de critères d'admissibilité dans les documents de EMS. Quels sont selon toi ces éléments qui t'ont permis d'être accepté à EMS? Ayant un background Euh, différent, ayant un background différent bien sûr de ce que l'école fait. je pense que c'est parce que le programme de EMS, malgré que c'est un programme qui est assez rigoureux en mathématiques, je pense que c'est un programme qui, de façon générale, permet aux étudiants au background varié d'accéder. Donc, EMS recrute les étudiants dans presque tous les domaines de sciences, je veux dire. C'est-à-dire, ils recrutent les physiciens, ils recrutent les chimistes. Non, non, ils Les recrutent les physiciens, ils mathématiciens, recrutent les mathématiques, un peu moins de chimistes, je crois. les Euh, statisticiens. donc, les statisticiens et tout, les data scientists et tout. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est d'un. De deux, je pense que j'avais pu avoir mon, l'admission au programme de EMS parce que j'avais pu convaincre le professeur, euh, le professeur qui Marco, m'avait interviewé, le professeur Marco, qui m'avait interviewé pendant mon interview. J'avais pu le convaincre parce qu'il m'avait demandé, il m'avait posé il m'avait posé trois questions, je crois, et la question à laquelle j'avais pu bien répondre, ou alors j'avais pu répondre le mieux, c'était la question de savoir en quoi porte mon sujet de master et comment est-ce que tu peux l'expliquer. Donc, j'avais bien expliqué mon projet de master je pense que c'est ça qui avait permis que je sois accepté au programme de EMS. mais comment est-ce que tu t'es préparé justement pour cette interview-là? Quels sont ces éléments qui t'ont aidé à bien te préparer pour ton interview?
Hein, quels éléments? J'avais juste demandé aux aînés qui avaient déjà été à EMS quel genre de questions est-ce qu'ils peuvent me poser. Euh, il, il m'avait dit, OK, il faut te rassurer que tu sais bien sur quoi pour ton projet de master. Il faut te rassurer que il faut faire le rappel des notions de base d'algèbre, les notions de base de mathématiques, bon, on appelle ça quoi? D'algèbre, d'analyse, d'informatique et tout. Euh, pas de programmation vraiment, des notions de base de physique, certaines notions de base de physique aussi. Et il faut te rassurer que, comme tu es en train de postuler en tant qu'étudiant en master déjà, il faut te rassurer que tu sais sur quoi, tu maîtrises bien ton sujet de master. Donc, j'avais pris conseil auprès des grands frères qui avaient déjà été à EMS. Il y a pas mal d'étudiants à l'université qui ont fait EMS et qui ont de très bonnes carrières maintenant. Donc, j'ai pris conseil auprès d'eux. Ils m'ont très bien conseillé et j'ai juste suivi ce qu'ils m'ont dit et j'ai été sélectionné, c'est tout. Ok. Étant donc à EMS, quand tu entres à EMS pour ta bourse d'études, tu as un univers complètement différent, je présume, de celui que tu as rencontré à l'université de Yaoundé 1. Quels sont ces éléments Ouais. marquants qui, selon toi, t'ont permis d'être une meilleure personne, que ce soit en termes de profil, de carrière en tant que scientifique? Ces éléments que tu as particulièrement appris à EMS, que tu n'as pas eu à apprendre cela, ou que tu n'aurais pas peut-être pu apprendre cela à l'université de Yaoundé. La première des choses, je pense que tout le monde, en fait, tout le monde, tout étudiant qui a été à EMS dira la même chose. En fait, tout étudiant euh, francophone camerounais qui a été à EMS dira la même chose, c'est l'anglais. C'est EMS m'a permis de relever de mon niveau en anglais. Ça, c'est d'un. De deux, c'est EMS m'a très bien appris comment saisir les opportunités, comment poursuivre ces opportunités et comment les obtenir, coûte que vaille. Ça, c'est de deux. De trois, le programme de EMS est assez rigoureux. Euh, j'ai eu à apprendre beaucoup de choses. Euh, Plus particulièrement, j'ai eu à beaucoup apprendre dans le domaine des mathématiques, euh, dans le domaine de l'analyse fonctionnelle et tout. Mais les choses qui m'ont, les capacités dont j'ai vraiment bénéficié à EMS, c'est premièrement l'anglais et comment saisir les opportunités, comment postuler au programme de master ou au programme de thèse à l'étranger. Et aussi comment communiquer en anglais. Comment écrire, comment parler, comment bien s'exprimer, comment se comporter. Donc, toutes ces choses-là, j'ai pu apprendre à À EMS. EMS. Étant, Chose que je ne connaissais pas. étant à EMS, tu as également postulé à beaucoup de bourses d'études. Avant d'obtenir celle que tu as obtenue en Inde, tu as par ailleurs obtenu une bourse d'études à ICTP, qui est en Italie, c'est ça? Ouais, c'est en Italie. Oui. Mais avant qu'on y arrive à ce niveau, quels sont, selon toi, ces éléments-là qui t'ont permis de continuer à postuler à des bourses d'études, même quand tu recevais des unfortunately? Parce qu'il faut le dire, c'est vrai que tu as obtenu des bourses, mais à la fin de la journée, tu as eu à postuler à beaucoup de bourses d'études pour les obtenir. Ouais, j'ai eu à postuler à beaucoup de bourses d'études avant d'obtenir la bourse que j'ai eue. Euh, Parce que, en fait, on nous avait appris en fait, c'est une des choses qu'on nous avait appris à M, c'est que pour, pour pouvoir obtenir une bonne bourse, il faut essayer plusieurs fois. Et c'est pas avoir une bonne bourse, ce n'est pas toujours être le meilleur, c'est pas toujours avoir les meilleurs bulletins de notes, c'est pas toujours avoir les meilleures notes, c'est pas toujours avoir le meilleur background, mais c'est parfois le nombre de fois que tu postules. C'est-à-dire que tu postules à une bourse, tu es rejeté, tu postules encore, tu es rejeté, tu postules à une autre, tu es rejeté, tu postules à une autre. Donc il faut persister. Parce que si tu ne persistes pas, tu n'auras pas la bourse que tu veux.
Il y a des chanceux qui ont leur bourse facilement, mais, mais tout étudiant mature peut savoir, peut lui-même voir que le parcours de tout un chacun n'est pas le même. C'est-à-dire que une Effectivement. personne peut avoir sa bourse très facilement après le troisième programme auquel il postule, il peut avoir sa bourse. Mais pour toi, tu peux avoir besoin de postuler à 20 ou 30 bourses avant d'être sélectionné. Donc, c'est un peu ça. Donc, je n'ai pas été découragé. J'ai eu à postuler beaucoup de fois. Et même après avoir obtenu certaines bourses, je continuais à postuler parce que lorsque tu es sélectionné quelque part, c'est une école qui t'appelle pour pouvoir te prendre en charge pendant 1, 2, 3 ans. Ça veut dire quoi? Ils prennent euh, sur eux-mêmes de te soutenir pendant plusieurs années. Mais il peut avoir des contraintes. Avoir une bourse, ça ne veut pas dire voyager le jour d'après. Ça veut dire que tu as une bourse et après ça, de toi-même, tu dois commencer à postuler pour ce qu'on appelle un visa. Un visa, c'est quoi? C'est un pays, un gouvernement à l'étranger qui décide de te prendre, qui décide, en fait, qui te permet d'entrer sur leur territoire. Ça veut dire quoi? Tu peux être refusé d'avoir un visa. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Sachant que Tu as obtenu supposons la que tu as une bourse. bourse, supposons que tu as une bourse aujourd'hui et le programme te dit, OK, tu es sélectionné et nous sommes prêts à te recevoir à partir de tel jour. Ce jour-là, c'est 3 mois après le jour où tu es sélectionné. Et toi, tu attends les 3 mois gaillardement, tu dis les au revoir à ta famille et tout, et après, tu postules, on te dit que le visa a été refusé. Tu fais comment? Tu auras perdu 3 mois de ta vie. Donc, même après avoir été accepté pour une bourse, il faut continuer de postuler, il faut jamais s'arrêter. C'est un peu ça le message. Ce que tu dis est très pertinent et d'ailleurs j'ai eu peu de personnes, du moins peu de personnes qui font mention de cela. Est-ce que pour toi il y a également des pratiques que l'on peut mettre en place pour, pas garantir, mais améliorer voilà, son profil par rapport aux candidatures de visa? Hum, Améliorer son profil par rapport aux candidatures de visa. Euh, je suis pas vraiment une très bonne personne dans ce sens-là, mais en fait, ce que je pense, c'est que l'une des choses clés pour pouvoir obtenir un visa, c'est le document qui stipule, c'est d'avoir le document qui stipule que tu es accepté dans telle ou telle école, dans telle ou telle université. Je pense que c'est l'une des pièces maîtresses pour pouvoir être accepté, pour pouvoir avoir un visa. À part ça, il peut avoir peut-être avoir un certificat une attestation de niveau d'anglais et tout, mais moi je pense que la chose la plus importante vraiment c'est l'appel, en fait c'est, on appelle ça quoi, offer letter, c'est Le la document lettre d'offre, d'acceptation, la lettre, le oui. document d'acceptation ou la lettre d'offre du programme dans lequel tu vas. Euh, Mais tu continues. qu'est-ce qui, selon toi, distingue quelqu'un qui a été refusé le visa tout simplement de celui-là qui a été accepté? Est-ce que tu attribuerais cela tout simplement à la chance? Euh, c'est quelqu'un qui a été refusé un visa, celui qui a été accepté. Je ne vais pas dire que c'est de la chance. Parfois, ça peut être un problème d'organisation, c'est tout. Ça peut être que le candidat n'a pas été assez rigoureux dans la façon de, de, de De donner, en fait, postuler pour dans son dans visa? la façon de postuler pour son visa et dans la façon d'organiser les documents requis pour pouvoir. Parce qu'il y a certaines personnes, on dit on veut ci, ça, et lui, il prend les choses à la légère, quoi. C'est La que négligence. lorsque tu postules pour un visa, si on te dit le visa doit être écrit je sais pas, en arabe, il faut écrire le document en arabe, il faut tout faire pour avoir. Si tu veux aller, tu Tu dois te t'y mettre mets. dans les règles, c'est tout. Ah, Donc ça c'est très pertinent. il faut être assez rigoureux dans la façon de donner, en fait, dans la façon de s'acquérir les documents requis pour postuler au visa. Alors, te voilà C'est un peu ça.
qui obtient une bourse et tu continues toujours à postuler. Pourquoi particulièrement tu as décliné cette bourse de ICTP qui pour certains serait une très belle opportunité? Ah, ok. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas décliné la bourse de ICTP. Ok. J'avais en tête, j'avais toujours en tête de choisir entre l'un ou l'autre. Mais ce qui s'était passé, c'est que à ICTP, en fait, il y avait deux étudiants camerounais cette année-là qui avaient été sélectionnés pour le programme de matière condensée à ICTP. Mais à la fin, il y a un seul étudiant qui avait Ah, été appelé. accepté. Donc, j'avais reçu la lettre de sélection, mais à la fin, à la fin, j'ai reçu un mail qui disait, OK, en fait, il y a deux étudiants qui ont été sélectionnés, mais on a décidé de prendre un seul étudiant. En fait, L'autre. les deux étudiants étaient camerounais. Je sais pas qui c'était, mais je sais que c'était un Camerounais. Et il a été sélectionné. Moi, j'étais parce que ICTP prend un étudiant par pays. Ok. Mais cette année-là, ils nous avaient envoyé les lettres à nous deux. Donc, on avait reçu les lettres ensemble, mais je n'étais pas informé qu'il y avait notre étudiant camerounais qui était sélectionné en matière condensée. Donc, il a été sélectionné, moi, j'ai pas été sélectionné, c'est tout. Donc, j'ai dit, OK, c'est une page qui a été fermée. On continue avec une Tu as autre, continué c'est avec tout. une autre. Mais C'est quel un peu ça. quel était l'intérêt pour toi de continuer euh, ton doctorat ou la recherche à l'étranger? Pourquoi pas, par exemple, retourner à l'université de Yaoundé et continuer ta recherche? Euh, L'intérêt, c'était pour moi, je voulais, à l'université Yaoundé 1, la langue principale, c'est l'anglais. Ça, c'est une des raisons. La langue principale, c'est l'anglais. Et donc, la langue principale, c'est le français à l'université Yaoundé 1, excuse-moi. Donc, je voulais pas vraiment ce qu'on appelle losing touch. C'est-à-dire, en fait, je voulais pas vraiment me séparer de l'anglais. J'avais déjà bien commencé à M, j'avais déjà un très bon niveau en anglais. Et donc, pour moi, je me suis dit, si je repars à l'université Yaoundé 1, si je vais recommencer à parler le français tous les jours. Le français, c'est bien, mais je sais que je veux être un étudiant international. En fait, je veux avoir une très bonne carrière, je veux faire une très bonne thèse. Et pour cela, il me faut l'anglais. Puisque lorsque tu veux faire de la recherche, il faut avoir un très bon niveau en anglais pour pouvoir lire les papiers scientifiques, pour pouvoir écrire les Exactement. papiers scientifiques. Il faut être assez compétent en anglais. Donc, je me suis dit, OK, j'aime bien l'université Yaoundé 1, mais je vais faire ma thèse à l'étranger pour pouvoir améliorer mon niveau en anglais et pour pouvoir aussi faire la recherche de très haut niveau. Euh, et la deuxième chose, c'est que le domaine dans lequel je voulais faire, c'est un domaine dans lequel tu ne trouves pas assez de professeurs intéressés à l'université Yaoundé 1. Mon Ok. professeur, lui, il était intéressé, mais il n'allait pas vraiment dans la direction dans laquelle je voulais faire, c'est-à-dire à pouvoir faire du calcul quantique appliqué non, de la chimie quantique, non, du calcul quantique appliqué à la chimie quantique. Il n'allait pas, euh, comment dire, il n'allait pas vraiment dans dans cette direction-là, Ok. à ce moment précis où je faisais dans ce domaine-là. Donc, je me suis dit, OK, je vais aller à l'étranger pour pouvoir faire une thèse. Puisque le laboratoire qui m'avait accepté dans lequel je suis en ce moment, c'est un laboratoire où il y a pas mal d'experts dans ce domaine. Et voilà, c'est pour ça que je suis venu. Qui commence C'est un peu bien, se ça. termine bien. Aujourd'hui, tu es en train de faire ton doctorat en physique quantique, je vais généraliser. Et puis, je veux savoir, selon toi, non, avant d'y arriver, quel est le contexte de ton admission? Comment est-ce que tu as pu trouver cette bourse en Inde? Parce qu'il faut le dire, la majorité s'intéresse aux États-Unis, à l'Europe, ces pays assez prisés. Pourquoi l'Inde en particulier? Comment est-ce que Ouais. tu as obtenu cette opportunité? Euh, ouais, la majorité des gens s'intéressent, tout le monde s'intéresse aux États-Unis et tout. Mais le problème, c'est que
Bon, c'est pas vraiment la raison pour laquelle j'ai pas postulé aux autres bourses, mais le truc c'est que dans ces pays-là, les programmes c'est pas facile de trouver des programmes de thèse financés dans ces pays-là. Généralement, c'est des pays où tu dois aller refaire un master avant de continuer en thèse. Donc, le programme de thèse, si je ne me trompe pas, et je pense que c'est correct, le programme de thèse aux États-Unis, par exemple, c'est 6 ans. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans où tu fais d'abord un master. Si tu viens avec une licence, il y a 2 ans, tu fais un master et après tu continues en thèse. Donc, je voulais pas vraiment refaire un autre master et juste parce que c'est les États-Unis et tout, je voulais pas refaire un autre master. Je voulais, après mon master M, je me suis dit, ok, j'ai un master en physique, j'ai un master d'1 an en sciences mathématiques. Là, maintenant, je veux faire une thèse, je veux pas faire autre chose. Je veux pas faire un autre master, je veux pas faire autre chose, je veux faire une thèse. Donc, c'est là où je me suis dit, ok, je vais aller en Inde. Les professeurs là-bas sont assez bons. Donc, j'ai tout à ma disposition. J'ai le support, j'ai le fond, j'ai les professeurs qui sont disponibles, j'ai des experts dans le domaine. Je vais aller là-bas et je vais faire ma thèse. C'est tout. Je ne vais pas faire d'autres masters. Donc, c'est ça qui me pousse vraiment à venir, à, à, à à Inde. venir ici pour faire une thèse. Ouais. Et comment tu trouves donc l'opportunité de la bourse qui se trouve en Inde? Comment est-ce que tu es tombé sur cette Ah, opportunité? d'accord. Ouais, ouais, ouais. Donc, l'opportunité, comment je la trouve? C'est parce qu'en ce moment, à EMS, on faisait beaucoup de recherches Internet. Moi, particulièrement, je faisais beaucoup de recherches spécifiques à ce que je voulais faire. Et donc, tombé sur un site Internet qu'on appelle Quantiki, c'est-à-dire Quantiki. Donc, c'est un site Internet qui est dédié à tout étudiant qui veut avoir une opportunité de bourse dans le domaine de l'information quantique ou du calcul quantique. Donc, ce n'est que c'est un site web qui est assez précis, assez spécifique. Donc là-bas, tu trouves des offres de thèse, tu trouves des offres de... Non, tu trouves plus des offres de thèse et de postdoc. Certaines offres d'enseignants et tout, mais c'est plus des offres de thèse et de postdoc. Donc, j'étais régulier dans ce site-là. Tous les jours, je faisais des recherches et c'est là où je suis tombé sur cette opportunité-ci. C'est C'est intéressant parce c'est que là où... Ouais. beaucoup de personnes, quand ils cherchent les bourses d'études, ils vont juste taper en ligne bourse d'études ou de façon générale bourse d'études en intelligence artificielle sans être spécifique sur ce qu'ils recherchent. Non, non. Euh, j'étais très spécifique à ce moment-là. C'est vrai que ce qu'on faisait à M, c'était plus les sciences mathématiques et tout, mais moi, je n'avais qu'en tête de faire de, 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 du calcul quantique. Donc, lorsque j'allais sur Internet, je tapais toujours bourse de thèse en calcul quantique, bourse de thèse en information quantique, parce que c'est deux domaines qui sont très liés l'un à l'autre. Et c'est là où j'étais tombé sur ce site web-ci. Quand j'étais tombé sur le site web, en fait, du coup, j'avais pas trouvé les opportunités, mais tous les jours, je faisais un check-in et tout. Je passais sur le site web pour pouvoir voir les nouvelles opportunités et tout. C'est là où je suis tombé sur cette opportunité-ci. Et quand tu postules à cette opportunité-là, tu es encore à EMS ou bien tu es déjà quitté Lorsque de je, EMS. lorsque je postule, j'étais encore à EMS. J'étais encore à Ok. EMS. Et comment s'est passé donc ce parcours-là du moment où tu as postulé jusqu'à l'admission, jusqu'à ce que tu te déplaces pour le voyage? Ça a pris combien de temps? Est-ce qu'il y avait des interviews? Comment ça s'est passé le process? Ouais, il y avait une interview, c'est-à-dire que j'avais été présélectionné d'abord. Je crois que on avait fini M, je crois, en juin. Et je crois que c'était 2 mois avant qu'on ne finisse. Donc c'était avril, je crois, que j'avais reçu le mail de présélection. Et après, ils m'ont envoyé le mail disant que il faut faire une interview et tout. Que je choisisse le temps et l'heure et tout, le jour et l'heure. Donc j'ai choisi le jour et l'heure et j'ai passé l'interview.
L'interview s'est très bien passée, mais ce qui m'avait marqué durant l'interview, c'est que au moins, au début, j'étais très sceptique, c'est-à-dire je me disais, ok, l'Inde, c'est très loin et tout, pourquoi aller là-bas et tout, pourquoi ne pas trouver un endroit qui est très proche. Mais le problème, c'est que durant mon interview, j'avais été très marqué par les questions qui m'avaient été posées. C'est-à-dire c'était les questions très pointues, des questions très pointues de physique, de chimie, de mathématiques. Je me suis dit vraiment le niveau dans ce laboratoire de recherche, si c'est pas Et n'importe quoi. Donc ça, le problème, c'est que les gens se disent toujours dans les pays développés et tout, le niveau c'est très bien, c'est là-bas qu'il faut aller et tout. Ouais, c'est vrai, mais ça c'est parce que là-bas il y a les plus grandes universités et dans les plus grandes universités il y a les plus bons. Mais il faut savoir que la moyenne c'est pas toujours ça. La moyenne c'est la moyenne des universités c'est pas toujours. Et le problème même dans ces pays-là, c'est que pour ceux qui veulent faire la thèse, il faut avoir quelqu'un qui va te guider durant ta thèse. Si tu vas dans un très bon laboratoire à l'étranger, il faut te rassurer que ton encadreur de thèse, malgré qu'il soit, je sais pas trop, prix Nobel en physique, qu'il ait du temps pour te guider. Il est prix Nobel, c'est pas toi qui es prix Nobel, donc il faudrait qu'il ait du temps. Donc, j'ai choisi d'aller là-bas parce qu'après mon interview, après même avoir été sélectionné, j'ai eu à communiquer plusieurs fois avec le directeur du centre de recherche qui était très sympathique, qui m'avait déjà présenté le laboratoire et tout, et qui m'avait dit comment est-ce que les choses se dérouleront, comment est-ce que les gens travaillent et tout. Donc moi, je me suis dit, ok, je vais y aller sans hésiter. Il y a pas de temps pour se poser des questions et dire c'est bien, c'est pas bien, je vais aller. Donc c'est un peu ça. Le laboratoire était très accueillant pour moi, donc j'ai dit je vais faire ma thèse en Inde. et le processus donc pour être sélectionné, c'est après combien de temps pour que tu voyages plutôt pour... Le processus pour être sélectionné, ça m'a pris pour le temps que je voyage. Donc j'avais été sélectionné, je crois, en quelque chose comme mai. Et après mai, juin, juillet, août, j'ai voyagé en août, août le, le 21 août, je crois. Ouais, non, j'avais voyagé le 20 août. Ouais. Donc ça m'a pris juin, juillet, août, donc à peu près 3 mois, ça m'a pris pour me retrouver en Inde. en Inde. Du moment de ma sélection jusqu'à mettre les pieds en Inde, ça m'a pris à peu près 3 mois, approximativement 3 mois, oui. Parlons de l'aspect financier. Est-ce que tu étais financièrement préparé ou bien c'est l'établissement ou le laboratoire qui prenait en charge ton déplacement jusqu'à l'arrivée? Non. Je, j'étais, j'ai eu beaucoup de soutien venant de ma famille pour pouvoir me déplacer. Mais ça, c'était que pour le déplacement. Après ça, lorsque je suis arrivé en Inde, ils m'ont très bien accueilli et ils m'ont vraiment aidé à trouver une maison ici et trouver une maison et pouvoir commencer, quoi. Comment c'est... Donc j'avais juste eu à dépenser pour mon billet d'avion, pour mes frais de visa et tous les déplacements au Cameroun et tout, pour pouvoir rassembler tous les documents, pour pouvoir postuler pour le visa. Donc j'avais dépensé pour le visa et pour mon billet d'avion, c'est tout. Après ça, j'ai pas eu à dépenser pour autre chose. Ok, good. Et actuellement, donc, en Inde, qu'est-ce que... Ton programme, c'est combien de temps? C'est 3 ans ou bien? Non, non, non. Le programme de thèse en Inde, officiellement, c'est 5 ans. Donc, Ok. mon truc ici, on appelle ça quoi? Mon contrat ici, c'est 5 ans. Et du coup, je pense que si les choses se passent très bien, je pourrais finir en moins de 5 ans. On verra. Mais officiellement, c'est 5 ans. Mon contrat, c'est 5 ans. Alors, revenons sur ton sujet de recherche. Comment est-ce que tu expliquerais ton sujet de recherche à quelqu'un qui n'a pas un background en physique quantique ou en calcul quantique?
Ouais, c'est relativement facile hum, pour un scientifique. Mais c'est très difficile pour quelqu'un qui ne fait pas de sciences. Mais je vais essayer. Donc, tu veux que j'explique à quelqu'un qui ne sait pas, qui n'a jamais fait de la science, ou bien que j'explique à quelqu'un qui fait de la science, mais pas du calcul quantique. Qui fait de la science, mais pas les calculs quantiques. Ouais, donc pour quelqu'un qui fait de la science, mais pas du calcul quantique, c'est assez facile. Ça veut dire quoi? Euh, Les ordinateurs que nous avons en ce moment, c'est ce qu'on appelle des ordinateurs traditionnels. Nous, on les appelle des ordinateurs traditionnels, c'est-à-dire ton laptop, mon laptop, les supercalculateurs que les gens ont dans les universités sont des ordinateurs traditionnels. Et donc, ce sont des ordinateurs qui fonctionnent avec des transistors qui ont la capacité d'avoir deux états possibles, c'est-à-dire avoir un état de zéro ou un état de un. Donc, la machine, l'ordinateur qu'on utilise, comprend ce qu'on lui fait faire ou alors comprendre les instructions qu'on lui donne à partir de zéro et de un. Donc, l'ordinateur ne comprend que des zéro et des un. Et donc, les ordinateurs que nous avons en ce moment sont des ordinateurs très puissants, les supercalculateurs sont très puissants, mais les physiciens, ou alors les physiciens et les chimistes et les informaticiens et les mathématiciens ont découvert il y a un monde qu'on appelle la mécanique quantique, qui étudie ce qu'on appelle les particules quantiques. Toute personne qui a fait la science connaît ce qu'on appelle un électron. Donc, un électron, c'est une particule quantique. Et lorsque tu fais de la mécanique quantique, on te dit un électron, c'est une particule qui a la capacité d'avoir deux états possibles au même moment. C'est-à-dire un électron peut avoir un état de 0 ou un état de 1. Ça veut dire qu'il peut être dans une superposition de 0 et de 1. Et lorsque tu prends un électron et que tu le rapproches d'un autre, tu as ce qu'on appelle un état. Je ne connais pas bien le terme en français, mais on appelle ça un tensor product. C'est un produit tensoriel de deux espaces de Hilbert. Ça, c'est Ok. toujours la science. C'est pas Nous, encore c'est ça. spécifique. Tu peux avoir un produit tensoriel et si tu prends un, deux, trois, tu as autant de produits tensoriels. Et lorsque prends des produits tensoriels de plusieurs espaces de Hilbert, tu as un espace qui s'agrandit au fur et à mesure. Et du coup, si j'ai un électron qui a la capacité d'avoir un état de soit 0, soit un, et que je l'associe avec un autre, euh, l'espace de Hilbert que j'ai à la fin, si j'ai un ensemble de n électrons, l'espace de Hilbert aura un total, une dimension totale de 2 à la puissance n. Donc, si tu as une dimension totale de 2 à la puissance n, ça veut dire que tu as un espace très varié ou un très grand espace pour pouvoir faire tes calculs. Donc, c'est ça l'idée principale de la mécanique du calcul quantique, c'est que on veut pouvoir concevoir des machines dans lesquelles on manipule des particules quantiques, plusieurs particules quantiques en même temps, qui peuvent chacune prendre soit l'état soit 0 soit un. On les associe ensemble, on applique plusieurs opérations sur elles et à la fin, on, on extrait quelque chose qui nous permet de résoudre une tâche précise. C'est-à-dire quoi, un circuit quantique, c'est un ensemble de plusieurs câbles, si on peut dire comme ça. C'est-à-dire j'ai plusieurs câbles que je mets l'un à côté de l'autre. Chaque câble, ce qu'on appelle des wires. Le problème c'est que comme j'ai commencé Il à faut aller apprendre en ces anglais. trucs-là, Il- j'ai tendance à tout prononcer après. J'ai tendance à Les tout. mots techniques, tu peux aller en anglais. Pour les mots techniques, tu peux aller en anglais. Il n'y a pas de souci. Ouais, donc je pense qu'on a fait la majorité de l'interview en français. Donc, en fait, when you have a quantum circuit, what you have is like you have a tensor product of many states. So you can have many electrons. So each electron is represented as a wire, and each electron is what we call a qubit. So a bit is not it's not one bit. It's not a zero or one, but it's a superposition of zero and one. So you can have, let's say, for example, one by root two, 0 plus 1. So this is a particular, I mean, this is one example of a state of a qubit. So if you have many qubits, then you have a bigger Hilbert space to do your computation. So when you have all these qubits, you can apply many gates, what we call quantum gates. So quantum gates are basically they are basically matrices. They can be 2 by 2 matrices. They can be 3 by 3 matrices. If you have a 2 by 2 matrix, we call it a one qubit gate.
if you have a 4 by 4 matrix, we call it a 2 qubit gate. So you will have many qubits. On every qubit, you will apply a specific gate, and you will apply many gates, one after the other. And at the end, you will have what we call a distribution, probability distribution. So at the end, you will do some measurement. You will measure every wire. You will have a possibility of having 0 or 1 on every wire, and at the end, you will extract some information. So when you will extract this probability distribution that you will extract will allow you to solve a specific problem. So But this is yeah, basically how a quantum computer works, and I can go into more details, but I'm not sure that the audience will be able to like understand what definitely, I explained. I Yeah. understand, but I was wondering, voilà, j'étais confus, tu vois, il y a cet aspect que tu as représenté en effectuant le dot product, ou alors le produit matrice, le produit de deux électrons, par So it's a exemple. Oui, yeah, oui. yeah. On a So it's un espace d'Hilbert qui évolue en termes exponentiels. Mais well, même, même dans une réalité binaire, même dans une réalité binaire avec les transistors, par exemple, on a toujours cette évolution exponentielle là, à moins que je me trompe. Parce que voilà, on a des variables, je dirais, admettons variables de deux états, soit de 0 et de 1. En combinant ou alors en effectuant le produit scalaire avec également une autre variable de 0 et de 1, on évolue toujours en deux exposants n. Quelle est la particularité? no, it's not a scalar product. It's what we call a Ok, tensor product. So a tensor ok, product is different from a scalar product. It's different from a cross product. It's different from a dot product. So ok, tensor product is if you have a 2 by 1 vector, like a vector in the 2 by 2 Hilbert space. So you take a tensor product between a 2 by 1 vector and another 2 by 1 vector. What you have in the end, it's a 4 by 1 vector. So at the beginning, you have a vector of dimension 2. You have another vector of dimension 2, but in the end, you have just like you have a result. You have a vector which has a dimension of 4 by 1. So your Hilbert space has increased as 2 power n, 2 power 2, because you have two vectors. If you add another 2 by 1 vector, then you get you get a Hilbert space of 2 power 3. So this is how the dimension of the Hilbert space increases more and more. ok. So that's the basic idea of this thing. So it's not any scalar or dot or tensor or cross Yeah, product. It's what we call tensor product. Yeah, yeah, I can't believe that your English accent has turned to be an Indian accent, you know? yeah. It has That changed drastically. every every person, every French speaking person. I mean, every Yeah, all of my friends, which I discuss with, which I discuss English with, they always tell me that like yeah, it's for kind of sure, for inevitable. sure. It- It's noticeable. It's noticeable. You know, I have another friend of mine who actually spoke about that, but I couldn't believe that it was actually like that, you know? Yeah, It's funny that yeah. It's like that. Like maybe in the future it will change, but yeah, I don't for the believe moment, it's gonna be more Indian. That's definitely the truth. If afterwards uh, about a year I don't you are like. speaking like yeah, Yeah, even when Indians go abroad, like many Indians go to Canada, they go to US and yeah, everything. When they they kind go of there, change the like accent. it depends on the amount of time that you spend in a specific place. Like if you spend like 10 years in a space, definitely Yeah. your accents change eventually. Actually, so yeah, my accent have changed very much. My So will English accent you. have changed. Definitely. And you still have Yeah, a lot of time to be there. yeah, probably. Yeah. When I came here in the beginning, it was a bit difficult to catch Indian accent, but now I have also the Indian accent, so it's like I can tell. it's a kind I of can tell. it's a kind of like ubiquitous thing. Yeah, Like you yeah, can't avoid it actually. yeah, definitely. Now, Yeah. let's turn into in French. So, voici, tu es à l'étranger, tu es en train de travailler sur ce projet. Disons, quels sont ces Ouais. éléments qui t'ont marqué lorsque tu arrives dans un pays étranger? Nouvelle culture, nouvel espace, nouvelle réalité. Quels sont pour toi ces éléments qui Ouais, t'ont ça frappé?
Ouais, ça, c'est une très bonne question pour un étudiant camerounais qui vient en Inde. Au début, c'est très, 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 très difficile. C'est très difficile. Pourquoi? Parce que tu viens d'un nouvel environnement et en Inde, il n'y a pas beaucoup d'Africains. En fait, il n'y a pas beaucoup de, il y a pas beaucoup de Camerounais, il n'y a pas beaucoup d'Africains. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui te comprennent vraiment. Parce que les Indiens, ils ont une culture très différente de la nôtre dans tous les aspects, c'est-à-dire toutes leurs habitudes et tout, tout est différent de ce que nous on fait, de comment est-ce que nous on se comporte au Cameroun ou en Afrique en général. Donc, venir en Inde, ça a été très difficile au début. Déjà, leur accent était très difficile à s'adapter. Et autre chose, comment comprendre les autres. C'est très difficile de comprendre comment est-ce que les autres comment est-ce que les autres se comportent ici. Chez nous au Cameroun, lorsque tu viens dans un espace de travail, généralement tu vas saluer tout le monde pour commencer la journée. Généralement on tend la main et tout, mais les Indiens ça, ne tendent pas la main. C'est-à-dire soit tu lui dis juste un hi, good morning, c'est tout. Ici, on ne tend pas la main. Si tu rencontres quelqu'un, tu ne tends pas la main. Si tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu ne tends pas la main. Donc, j'étais très surpris de voir les gens ici. Lorsque tu veux saluer quelqu'un, il est étonné. Pourquoi est-ce que tu veux le saluer? Donc, c'était un peu ça. Et ça, c'était l'une des choses. L'autre chose, c'est que leurs habitudes alimentaires sont très différentes des nôtres. La nourriture ici est très épicée. La nourriture africaine déjà est assez épicée, mais eux, c'est-à-dire, un autre niveau de nourriture épicée. Leur nourriture est très, 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 très épicée. Donc pour moi, au début aussi, c'était difficile d'avoir ça. Ici aussi, il y a pas mal de ce qu'on appelle des végétariens. Et ce truc, ce truc, en fait, le nombre de végétariens qui est en Inde est assez lié à la religion dominante en Inde. C'est-à-dire ici, la religion dominante, c'est ce qu'on appelle le hindouisme. Et dans le hindouisme, il y a pas mal de règles, il y a pas mal de il y a pas mal de règles à suivre. Et pas mal d'Indiens ici suivent toutes ces règles-là. Donc, tu auras beaucoup de végétariens ici, tu auras beaucoup de règles, tu auras beaucoup de choses qu'il faut faire, de choses qu'il faut pas faire et tout. Donc, pour moi, ça a été très difficile au début. Très, très difficile. Donc, ici, il y a beaucoup de végétariens. Ils mangent de la viande, mais ils ne mangent pas la viande dans tous les endroits en Inde. C'est-à-dire, si tu vas dans l'ouest de l'Inde, la majorité sont les végétariens. Ça veut dire que si toi tu es habitué à manger de la viande, tu auras beaucoup de difficultés à rester dans l'ouest de l'Inde. Si tu vas dans le sud, il y a beaucoup de gens qui mangent de la viande. Si tu vas où je suis, dans l'est, il y a beaucoup de gens qui mangent de la viande. Mais si tu pars dans le nord, encore, il y a pas de, il y a presque, en fait, les gens ne mangent pas la viande. Les gens ne mangent que de la nourriture végétarienne. Il y a même certaines personnes qui ne supportent pas de rester à côté de quelqu'un qui mange de la viande. Mange la viande. Donc, j'ai une camarade, par exemple, elle est végétarienne. Et donc, pour elle, elle peut pas s'asseoir à une table où les gens mangent de la viande et elle mange sa nourriture végétarienne. Ça la met très mal à l'aise. Donc, pour moi, ce genre de choses-là, c'était assez difficile et Difficile. ça m'a pris assez de temps pour comprendre ce genre de choses-là. Parce que les Indiens aussi, c'est des gens qui ne sont pas assez ouverts, c'est-à-dire ils vont pas toujours te dire lorsque quelque chose les arrange ou alors quelque chose les arrange pas. Ils vont juste se taire et tout et te laisser faire quoi. Donc ça m'a pris assez de temps pour pouvoir comprendre comment les choses fonctionnent ici et pour pouvoir m'adapter. Mais en général, lorsque tu t'adaptes, tu te rends compte que bon, c'est pas grand chose. Ce sont juste des êtres humains comme nous et ils ont juste leur mode de vie, c'est tout. Comme nous autres. Donc, ce que je Terminé. cause avec beaucoup de camarades, avec beaucoup de frères ou de cousins qui certains sont en France, lorsque je leur dis comment les choses se passent ici, la façon dont ils s'expriment, c'est du genre, ils ne pourraient jamais s'adapter dans un tel environnement. Mais s'ils se retrouvent vraiment dans cet environnement-là, ils vont se rendre compte qu'en réalité, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de mal à ça. C'est juste une aventure C'est clair. qui est pas très Justement, c'est difficile comme à... tu l'as dit, c'est juste. Et à la fin de la journée,
essayer, voilà, être dans un espace aussi comme celui-là, différent du nôtre, nous permet de grandir, de voir la vie différemment, de repousser, voilà, Ouais, nos ouais, pensées limitantes par rapport à certains aspects. ouais, ouais, Mais rappelle-nous, ouais. depuis le début de l'échange, euh, j'ai omis, voilà, de te demander le nom de ton université. Est-ce que c'est comme dans les secteurs américains où l'université doit être affiliée à un laboratoire de recherche pour que tu puisses faire la recherche ou un Ah doctorat? non, l'université n'est pas affiliée. Même à l'étranger, c'est pas comme ça. À l'étranger, c'est euh, le laboratoire est affilié à une université parce que généralement, les universités ont la capacité de donner un diplôme. Mais les laboratoires de recherche, certains laboratoires de recherche n'ont pas la capacité de donner un diplôme. Donc c'est la même chose pour moi. Donc je suis dans un laboratoire de recherche et tous les étudiants en thèse dans ce laboratoire sont affiliés à une université. Et l'université, on appelle Institut indien de Tirupati. Euh, Ça peut être un mot bizarre pour toi, mais pour moi, c'est déjà un mot commun. Donc, Tirupati, c'est un état dans la partie haute du sud de l'Inde. Ici en Inde, tu as plusieurs États et je crois que tu as quatre principaux États dans le sud. Et Tirupati, c'est it's the upper part À of the partir du south of sud. it. Ah, ok. Ouais, la partie haute du sud. Donc là-bas, il y a un institut qu'on appelle l'Institut indien de Tirupati et je suis affilié à cet institut-là. Mais je vais dans cet institut peut-être deux, ou- deux ou trois fois par an parce que je travaille pas vraiment là-bas. Je travaille dans mon laboratoire de recherche ici dans l'est de l'Inde, dans la ville qu'on appelle Kolkata. Avant, c'était appelé Calcutta. C'était la capitale de l'Inde avant. Et maintenant, il s'appelle Kolkata. Donc, je reste ici. Je travaille ici. Mes encadreurs sont ici. Je travaille avec eux. Mais à la fin, je recevrai mon diplôme de l'université qui est De ce à Tirupati, qui est dans le Ça veut sud de donc dire l'Inde. que Donc, c'est différent, un peu ça. différemment des autres étudiants qui travaillent qui font leur doctorat à l'étranger, par exemple en Amérique de façon générale, tu n'as pas des tâches ou des responsabilités envers l'université, si je comprends bien. Tu n'as pas des cours que tu dois donner ou bien être tuteur dans cette Euh, université. j'ai, j'ai pas vraiment de responsabilité. Ouais, dans ce sens-là, on n'a pas vraiment. Parce que le centre dans lequel je suis, c'est un centre qui est assez nouveau. C'est un centre qui a ouvert juste en 2020. Donc, il a à peine 4 ans, à peine 3 ans. Il a à peine 3 ans. Donc, et nous sommes la première génération d'étudiants de thèse là-bas. Il y avait déjà des postdocs et tout là-bas, mais nous sommes la première génération d'étudiants de thèse. J'étais la première génération avec mes camarades. Donc, on n'a pas vraiment d'autres tâches. C'est vrai, j'assiste parfois les cadets, les gens de première année, dans certaines de leurs difficultés, mais euh, c'est plus informel. C'est C'est pas, pas assez c'est pas un rigoureux, c'est pas contrat. assez organisé. Ouais, ouais, Et, ça fait pas partie de mon contrat d'assister dans les cours, dans les travaux dirigés et tout. et quelle est donc la suite? Voilà, tu es en train de faire ton doctorat. Vivement, ça se termine bien d'ici là. Quelle est la suite? Quelle est la suite Donc, la suite, c'est simplement de continuer dans le même en domaine, postdoc? ouais, en postdoc, et parce que lorsque tu as une thèse, il faut faire un postdoc. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir faire un postdoc après et à long terme, trouver un poste stable, un poste en tant qu'enseignant stable quelque part dans une université, ouais. Par exemple, tu vois, en Israël ou dans d'autres pays, le contrat est tel que lorsque tu termines ton programme, tu devrais rentrer chez toi. Est-ce qu'en Inde, c'est la même politique ou bien tu peux voilà, continuer à travailler et éventuellement obtenir la nationalité? Euh, Non, non, pas vraiment. C'est pas ça. C'est pas vraiment ça. Lorsque tu finis ton programme ici, tu dois juste remplir les critères d'obtention du diplôme de thèse. Les critères, c'est d'avoir au moins deux papiers, deux articles scientifiques publiés. Et si tu as tes articles scientifiques publiés et tu as ta thèse prête, écrite,
et relu, on te donne ta thèse, tu peux aller où tu veux, personne ne te Comme tu contrôle. veux. c'est pas, ouais, Ok, c'est pas la même chose qu'en Israël, ouais. ok. Merci, Peniel, merci pour ta disponibilité. Merci pour ce temps Ouais, que merci à toi tu aussi. accordes. Vivement que cet échange-ci a Ouais, pu merci. voilà, aider d'autres personnes et permettre à ceux-là qui ne sont pas exposés à des bourses d'études de réaliser qu'en effet, il y a des opportunités qui sont assez disponibles et que ça demande Ouais, juste ouais. de la persistance, comme tu pouvais décrire, pour les obtenir. Mais juste une dernière question. Pour quelqu'un qui n'a par exemple pas été à EMS comme toi, tu en as eu l'opportunité, qui est justement dans une université en Afrique avec un background euh, traditionnel, entre guillemets, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour continuer par exemple dans la recherche ou dans les mêmes lancées que toi? Je lui donnerais comme conseil de pouvoir de faire l'effort d'acquérir beaucoup plus de compétences en dehors de ce qu'il fait à l'université. Donc, je suppose que l'étudiant, la personne en question est déjà dans une université en train de faire des études, c'est pas trop dans Mhm. X domaine Oui, de la science. Et je lui conseillerais de pour s'intéresser à pouvoir améliorer son niveau en anglais. Premièrement, s'il n'est pas d'un pays anglophone, d'améliorer son niveau en anglais, améliorer son niveau en programmation informatique et garder l'esprit ouvert, c'est-à-dire faire l'effort de communiquer le plus possible avec son entourage, parce que ce n'est qu'en communiquant avec les autres qu'on obtient l'esprit ouvert et qu'on obtient de nouvelles informations qu'on ne pourrait sûrement pas avoir par nous-mêmes. Donc ce n'est que ça. Et il faut travailler dur pour avoir les notes, mais les notes, ça ne suffit pas toujours. Donc à part avoir de bonnes notes à l'école, il faut être ouvert, il faut communiquer avec son entourage, il faut faire l'effort d'améliorer son niveau en anglais, faire l'effort d'avoir un très bon niveau en informatique. Et il faut aussi faire l'école pour pouvoir avoir des compétences. C'est-à-dire, il faut faire l'école pour apprendre, pas pour avoir les notes. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir les notes, c'est bien de valider, c'est bien de passer d'un niveau à l'autre, mais il faut pouvoir faire, on ne part pas à l'école pour avoir le papier à la fin, on part à l'école pour avoir la compétence. Et la compétence, pour quelqu'un comme moi qui veut faire la recherche, la compétence, c'est avoir un très bon niveau en anglais, pouvoir très bien programmer, pouvoir comprendre les choses assez facilement, pouvoir comprendre les choses plus vite que les autres et tout. C'est un processus de training en fait. C'est un peu le conseil que je peux donner à tout étudiant qui voudrait continuer à l'étranger. merci, merci Peniel, merci pour ton temps encore et je te D'accord, souhaite de d'accord, il n'y passer a une pas de quoi. excellente soirée de ton côté. Ouais, il n'y a pas de quoi. Merci, merci, merci beaucoup à Mhm. toi aussi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu es intéressé par des bourses d'études, j'ai fait une formation complète sur des bourses d'études dont je te laisserai le lien dans la description. D'ici là, je te laisserai également le lien vers des vidéos, des interviews que j'ai fait avec des jeunes étudiants de partout le monde bénéficiant des bourses d'études dans les 4 coins du monde. Europe, Asie, Amérique, Afrique. Et je pense que leur expérience te permettra de mieux appréhender la réalité des bourses d'études et surtout à l'étranger. Alors je te donne rendez-vous dans ces vidéos-là. D'ici là, stay hungry, stay foolish.